Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, elle s'appelle AIDS, Aide. Et comme son nom l'indique, en fait, il s'agit d'une association qui a pour but la prévention et la sensibilisation contre le VIH-Sida et les IST en France. Une association donc créée en 1984 par le sociologue Daniel Defert. Elle me regarde, celle qui est là pour nous parler de cela. Elle s'appelle Emmanuelle Chonanga, elle est animatrice dans cette structure. Également sage femme de formation. Elle est venue, comme chaque année, en fait, nous avons ce rendez-vous annuel pour faire la sensibilisation, la prévention et également faire un bilan sur la PrEP. Bonsoir. Bonsoir, Noël. Comment ça va? Ça va, et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour également, comme je le disais, en fait, faire le point sur la PrEP. La question de la PrEP, c'est quoi concrètement? La PrEP, c'est un moyen aussi de prévention pour le VIH qui a commencé depuis environ 2 ou 3 ans. Et voilà, ceux qui savent qu'ils prennent des risques, qui ne supportent pas les préservatifs, doivent se rendre à une consultation pour pouvoir avoir accès à ce médicament qui est le Truvada, qu'on peut prendre pour ne pas être contaminé par le VIH lorsqu'on prend des risques. Ces expressions souvent pas très simples, Truvada et autres, la PrEP. Le Truvada, c'est le nom du médicament. Très bien. Donc, ce qui sous-entend quoi, le Truvada, ça fait comment? Ça protège contre? On peut dire que c'est un traitement préventif. Préventif, très bien. Donc, en fait, ce soir, on comprendra donc ce qu'il faut faire pour éviter donc de tomber malade. C'est ça? Pour éviter d'être contaminé par le VIH. D'accord, très bien. Emmanuel est avec nous dans ce studio et aussi, face à Emmanuel, il est très studieux. Dans cette édition également, donc, nous recevons un jeune comédien franco-comorien, Moradi Mchinda. C'est son nom, il est diplômé de l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille. Sa carrière débute donc en 2013, où il a joué donc dans le court-métrage de Baya Belal intitulé Les Roméo et Juliette. Un an plus tard, il incarne dans le personnage de Mbouafa dans la série télévisée Plus belle la vie. Bonsoir Moradi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très humble. Quand on l'observe, on n'a même pas l'impression qu'il a déjà eu à faire ce parcours. Plus belle la vie, c'est une série qui est très connue. Et pourtant, on pourrait bien naturellement croiser Moradi. On ne pourrait même pas imaginer qu'il était dans cette structure-là. Pour comprendre, comment vous arrivez comme cela dans le monde du court-métrage? Du cinéma et du théâtre? Oui. Alors, moi, mon parcours, c'est que alors j'ai débuté ma scolarité en France jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc on va dire que adolescent, mon début d'adolescence, j'étais un peu un petit trublion. Je filais un peu du mauvais coton. Un petit trublion. C'est un petit roublard. Oui. Et puis durant un séjour dans le pays d'origine de mes parents, les Comores, mes parents ont décidé de prendre mes papiers et de me laisser là-bas. C'était une punition entre guillemets. Oui. Et la condition, c'était que je reprenne ma scolarité là-bas et que j'obtienne le bac pour pouvoir revenir en France. Donc, j'ai vécu là-bas pendant 2 ans et demi, de 2008 à 2010. Et voilà, c'était un séjour qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris sur mon histoire, au final. L'histoire de mes parents. Voilà, j'ai un papa qui n'est pas très loquace, qui parle pas beaucoup de lui. Donc j'ai appris à le connaître en étant loin de lui, mais en étant en Comores, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à connaître mes parents, j'ai appris d'où je venais, mes racines.
Et voilà, ça m'a beaucoup apporté pour la suite. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle quand vous revisitez en fait ce moment-là, on vous amène aux Comores Oui. pour les vacances et on vous abandonne. Comment vous le vivez aujourd'hui? Comme une frustration ou alors est-ce que vous appréciez Dites-nous un peu quand même là-bas, très vite, j'ai très vite compris que c'était entre guillemets pour mon bien et que c'était un avantage d'être là-bas. C'était un luxe même. Bon, au début, la première semaine, je leur en ai voulu. Voilà, vous m'avez laissé au bled, à 8h, ils coupent l'électricité. Je l'ai pris un peu comme le jeune noir, entre guillemets, d'Occident, qui se retrouve dans un bled. abandonné. Ouais, au début, je l'ai pris pour un abandon. Et après, très vite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai compris, je me suis dit, bon, voilà, au lieu de voir le verre à moitié vide, voyons-le à moitié plein. Donc je me suis dit tous les avantages que je pourrais en tirer. Et puis voilà, je l'ai pris du bon côté et c'était une très bonne expérience. Très bonne expérience, nous allons donc parcourir, nous allons découvrir en fait cet univers-là, ces moments-là, ce qui semble assez particulier. Et donc, on espère effectivement qu'on pourra en savoir davantage. Oui. Là, c'est Moradi et celle qui nous vient une fois par mois, qui nous apporte ses lumières. Elle fait partie de celles qui lisent, de ceux et celles qui lisent. Beaucoup disent souvent ça méchamment que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Je suis contre cette façon de voir là. Cela est choquant. Mais ce soir, Charlène nous a préparé quelque chose d'intéressant. Bonsoir Charlène. Bonsoir Juvénal, bonsoir à tous. Et effectivement, ce soir, on va parler d'un ouvrage en fait qui m'a beaucoup touchée. Ça, je préfère le dire dès le départ. Ça a été très difficile pour moi de le lire. Donc, c'est le livre de Denis Mukwege, donc, qu'on appelle communément dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, l'homme qui répare les femmes. Et en fait, son livre s'intitule Plaidoyer pour la vie. C'est une sorte de condensé de son parcours un peu au Congo difficile et les conditions difficiles dans lesquelles il exerce son métier de médecin. Donc, on va essayer de parcourir autant que faire se peut cet ouvrage aujourd'hui, en sachant qu'il y a énormément de thématiques qui sont abordées à l'intérieur et en sachant également que ce sont des thématiques qui sont difficiles, notamment la question du viol, utilisé comme arme de guerre dans le sud Kivu au Congo. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bouge-toi encore si tu viens. 1, 2, 3, on descend, on descend, on descend. Bouge-toi encore si tu viens. 1, 2, 3, on descend, on descend, on descend. Kundele una cosa de Libreville à Douala, quel que soit le rythme. Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez donc les bienvenus. Dimanche dernier, donc, à Lyon a eu lieu la marche blanche en hommage au docteur Mamadou Barry, tué à Rouen le 19 juillet dernier suite à la rencontre, à la finale donc, de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposait l'équipe d'Algérie face au Sénégal. L'événement donc était organisé à Lyon par l'association des jeunes et étudiants guinéens du Rhône et a rassemblé près de 300 personnes. L'actualité de ce jour également, c'est la Côte d'Ivoire où deux ex-présidents ivoiriens se sont donc rencontrés. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont entretenus hier à Bruxelles. Une rencontre vivement saluée en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens voient un signe de réconciliation. Par ailleurs, les deux leaders de partis espèrent ainsi conduire la Côte d'Ivoire vers une réconciliation nationale. Et puis au Bénin, le président indien a été reçu par son homologue béninois Ramnath Kovind qui entame ainsi une tournée d'une semaine en Afrique de l'Ouest, veut ouvrir l'Inde à l'Afrique. Il espère par ailleurs nouer des partenariats économiques et politiques avec certains pays, mais aussi l'ouverture des ambassades en Afrique. Pour ceux et celles qui se joignent à nous donc à ce moment, une forte équipe très studieuse dans ce studio, entre la PrEP qui, voilà, pour certains me disent que c'est la PrEP en fait, notre cher Emmanuela Shonanga qui est avec nous ce soir et nous en dira davantage. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir. La PrEP, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez dit, mais ce serait bien de le répéter. C'est un outil en plus de prévention contre le VIH. Contre le VIH, très bien. Face à moi, elle s'appelle Charlène Ongota, qui nous nourrit chaque mois, chaque dernier mardi du mois, d'un livre qu'elle a exploré, qu'elle a parcouru. Ce soir, de quoi on parlera? Ce soir, Denis Mukwege, Plaidoyer pour la vie. Plaidoyer pour la vie, le meilleur pour la fin, on n'a pas fini. Il est très studieux et très sérieux. Moradine Shinda, c'est son nom. Il est diplômé de l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille. Sa carrière a débuté en 2013, on nous disait qu'il a joué également dans la pièce de Baya Bellal intitulée À la recherche des Roméo et Juliette. Bonsoir Moradi. Bonsoir. Avec nous, la surprise pour Moradi, quelqu'un qui te connaît très bien, qui vous connaît très bien, autant pour moi. Oui. Elle s'appelle Carole Bazoum. Bonsoir Carole. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Très bien, merci. Bonsoir Carole. Bonsoir, Moradi. Alors, c'est vrai qu'il a l'air très jeune, il est même jeune. Dites-nous, quand on vous parle de Moradi, Carole, quel souvenir avez-vous de lui? Quand on parle de Moradi, les premières choses qui me viennent en tête, c'est que c'est un battant. C'est une personne vraiment qui travaille énormément. Ça, c'est quelque chose qui me marque. Doté d'un respect qui défie toute concurrence. Malgré son jeune âge, les valeurs que lui ont inculquées, je pense, ses parents et les membres de sa famille sont très très fortes. Et il réussit à les garder malgré le secteur professionnel dans lequel il évolue. Au-delà de ça, Moradi, c'est un être qui est entier, qui est authentique. Une personne qui, lorsqu'elle vous embrasse, elle vous embrasse sincèrement. Alors que Dieu seul sait à quel point dans le milieu d'acteurs, généralement, c'est assez différent. Et puis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui n'oublie pas d'où il vient, qui n'oublie pas qui il est. Carole, pardon de vous couper. Oui. Moradi, s'il était plus clair que ça, je dirais qu'il a rougi. Rougis pas, je violace. Il violace. Question à Moradi, qu'est-ce que ça vous fait, tous ces éloges? Ça me touche beaucoup, surtout venant de Carole, parce que je pourrais en dire autant. Carole, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, ma première, entre guillemets, école de théâtre, c'était des ateliers, c'était la première fois que se tenaient des ateliers au Théâtre National de la Colline, qui est un théâtre très prestigieux en France. Et Carole, elle fait partie, tu m'arrêtes si je me trompe, Carole, elle fait partie des personnes qui ont initié ce projet de vouloir prodiguer une formation de qualité à des personnes issues de milieux où la culture
est peut-être éloigné d'eux à la base. Et donc, moi, le souhait d'avoir la voix de Carole ce soir, en fait, dans ce magazine, c'est quelqu'un qui vous a connu dans vos débuts. Oui. Aujourd'hui, de l'époque où elle vous a, on va dire, elle a eu à vous à découvrir la pépite que vous êtes, Oui. à ce jour, qu'est-ce qui a changé? Ça n'a pas changé. Enfin, moi, je ne crois pas au changement. Je veux dire, évoluer voilà, ou régresser ou stagner. voilà Mais chez vous. chez moi, je pense que je suis resté, comme le disait Carole, avec ces beaux mots qui m'ont beaucoup touché. Je pense que je pense que je suis resté foncièrement le même. Et par contre, je pense que j'ai évolué au niveau de ma pratique du théâtre ou ou devant la caméra. J'ai appris la technique, j'ai appris une certaine technique, et j'ai appris une certaine posture, comment me placer, comment essayer de mettre des images sur les mots. Voilà, ce genre de choses. Mais sinon... Alors, la question se pose toujours, pourquoi on invite des jeunes comme Moradi Mchinda? C'est parce que, également, on sait que c'est pas évident du tout pour ces jeunes qui veulent s'en sortir. Et on sait qu'il y en a qui se découragent. Il y en a qui n'y croient plus pour avoir cette difficulté. Oui. Et la question que je vous pose à vous de savoir aujourd'hui, comment vous faites pour vous imposer ou comment vous avez fait dès le début et encore aujourd'hui pour vous imposer dans ces milieux? Alors, tout n'est pas encore gagné. Là, je suis encore pour emprunter les mots de Carole, dans la bataille. Voilà. On est toujours là, sur le front, entre guillemets. Il y a des fois où j'ai envie de baisser les bras. Il y a des fois où je me dis, c'est mort, c'est pas pour moi. Je vais passer à autre chose. Voilà, parce que c'est très, 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 très difficile. Surtout avec nos profils. C'est une réalité. C'est pas du misérabilisme, c'est une réalité. Et en fait, au moment où j'ai envie de baisser les bras, je me dis, je peux pas. En fait, c'est un luxe que je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de baisser les bras. C'est bien dit. Je vais juste continuer. Allez-y. Voilà, pour reprendre, c'est qu'on est condamné à réussir. On n'a pas le choix. Voilà. C'est très bien dit, on est condamné à réussir. La question, je vais insister un tout petit peu, comment vous faites dans les moments difficiles? D'où vient la force en fait? Dans les moments difficiles, d'où vient la force? Je pense à ma famille, je pense à mon entourage, je pense aux gens qui me ressemblent. Et je me dis que je peux pas. Il faut que je fasse tout pour m'en sortir. Et peut-être que des petits frères ou des petites sœurs, ou quand je dis des petits frères et des petites sœurs, c'est pas communautaire. Hein, quelle que soit l'ethnie. Des plus jeunes que vous. Des plus jeunes que moi, mais qui viennent de campagne ou de banlieue, entre guillemets, défavorisées. Encore une fois, sans misérabilisme, mais qui n'ont pas les mêmes opportunités. C'est une question d'opportunité. Qui n'ont pas les mêmes opportunités que d'autres. Et ces gens-là, leur dire que oui, peut-être il faut batailler 2 fois, 3 fois plus, mais que c'est possible. C'est possible. Je me tourne vers Carole, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. À l'écoute de ce que dit Moradi, vous qui avez l'habitude, parce que je rappelle à ceux qui ne connaissent pas que vous êtes mécène en fait, dans une autre casquette, on connaît l'écrivaine, il y a aussi voilà, la mécène, ceux qui va à la recherche. Pouvez-vous nous rappeler dans quelle structure vous œuvrez aujourd'hui lorsque vous allez prendre la casquette de mécène? Je travaille pour les fondations Edmond de Rothschild. Bien. Et en quoi consiste concrètement votre travail? Alors, mon métier consiste à accompagner financièrement et stratégiquement des institutions culturelles au développement de projets à impact social en fonction des bénéficiaires cibles, qui, pour ma part, sont les artistes, ou du moins les artistes qui veulent devenir, les jeunes qui veulent devenir professionnels. Bien. Pour emprunter au vocabulaire de Moradi, qui dit sans misérabilisme, lorsque vous rencontrez ces jeunes qui viennent des zones difficiles ou alors qui viennent qui ont des difficultés à pouvoir accéder à ces milieux, qu'est-ce qui vous frappe généralement? Ce qui me frappe, c'est que ce sont des personnes qui ont faim. Ça veut dire que, et la différence se note dans l'ensemble des pays que j'ouvre, parce que je ne suis pas qu'en France, il y a une soif d'apprentissage, il y a une générosité dans le travail. Des personnes qui se battent, des personnes qui estiment qu'elles ne sont jamais réussies, qu'elles ne sont jamais arrivées
même si les profils sont extraordinaires, même si elles ont déjà franchi énormément d'étapes, elles s'en rendent pas compte parce qu'elles se disent, bah non, en fait, c'est uniquement le début et quitte à ce qu'on soit une génération sacrifiée, sacrifions-nous, mais pour de bon. Donc, c'est vraiment un goût de l'effort, un goût du travail, un respect total, des personnes qui rechignent pas. Si l'atelier doit finir à 20h, ils sont encore là à 22h. Si l'atelier commence à 10h, elles sont là à 9h45 ou elles s'excusent. Voilà, il y a tout un respect qu'on trouve pas nécessairement ailleurs. Et alors, comment comprendre que ceux-là sont pas toujours assez visibles dans ces métiers-là? Parce que, comme le disait Mouradi, c'est une question d'opportunité. L'opportunité vient en fonction des réseaux. Quand je parle de réseau, c'est au sens noble du terme. C'est votre ami, c'est votre cousin, c'est votre voisin de palier. Et si vous ne vous connaissez pas, il est très difficile. Ce sont des métiers qui sont tellement difficiles, mais pour tout le monde, que si vous n'avez pas le réseau, les amis qui vous ouvriront la porte, ce sera encore plus difficile. Donc voilà, ensuite, il y a pour certaines personnes des combats en interne, des combats au sein des familles, de faire comprendre aux parents que c'est un vrai métier, que ce n'est pas un métier de clown, que ce n'est pas un loisir, mais que c'est un travail. Donc quand vous vous battez à l'intérieur, que vous vous battez encore à l'extérieur, certains baissent les bras et nous on est là pour leur dire non, c'est votre métier, vous voulez en faire votre métier, à partir du moment où vous avez le talent, nous sommes là pour vous ouvrir les portes. Maintenant, ensuite, à vous de faire le reste parce que le métier est compétitif pour tout le monde. Merci beaucoup, Carole. Alors, avant de vous dire au revoir, alors, Mouradi voudrait intervenir, allez-y. Rebondir aussi sur ça, Oui. c'est que c'est une très bonne chose là, ce qui a été initié au niveau de la formation, mais il reste encore beaucoup de travail au niveau de l'insertion, et ça c'est le plus gros du travail, et en fait, moi j'ai pas la solution, mais je pense que c'est un vrai travail de fond à faire sur des espèces de normes. Des espèces de normes où moi j'ai été formé, je suis passé par le Théâtre National de la Colline, qui est une formation assez prestigieuse. Suite à ça, j'ai fait la Comédie de Saint-Étienne, et après, l'École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille. Ça veut dire que je suis passé par 3 institutions qui sont des établissements nationaux supérieurs. Je sors de cette formation, je passe des auditions pour des seconds rôles, des premiers rôles, et j'entends souvent, et ça s'applique souvent aux personnes noires. Pour un premier rôle, je vais passer une audition et je vais entendre qu'on a pris un musicien qui n'a jamais fait de théâtre, parce qu'il a une certaine popularité. Bon, là, je prends sur mon cas, mais il y a plein d'autres cas comme ça. La question des réseaux. Pas la question des réseaux. La question j'arrive pas à mettre des mots là-dessus, Carole, si tu vois un peu ce que je veux dire. D'imaginer. Non, mais tu vois, par exemple, pour Yves Saint Laurent, c'est un exemple, hein, ça, ce qui me vient en tête. Yves Saint Laurent, ils vont pas prendre un couturier ou un chanteur. Ils vont pas prendre, je sais pas moi, ils vont pas prendre Johnny pour jouer Yves Saint Laurent. Du fait qu'il soit populaire, ils ont pris Pierre Ninet, qui est sorti d'une formation qui a appris son métier de comédien. Or, chez les Noirs, par exemple, pour un rôle de Noir, on va prendre un rappeur ou un danseur, quelqu'un qui a une certaine popularité ailleurs, tu vois. Pour ce biopic-là de Denis Mukwege, il y a un biopic qui a été fait, et il me semble c'est Will Smith qui joue Denis Mukwege, Seul contre Tutsi. Non, c'est pas Ah, Will c'était Smith, pas lui. Je crois que c'est le... Si. C'est un acteur béninois, mais qui vit aux États-Unis, qui va jouer le rôle de Denis Mukwege sur l'hôpital de Panzi. Et Seul contre tous de Will Smith, Will Smith, il joue un docteur... il s'est tiré de son histoire, il me semble. Ah, je Seul sais pas, contre ça, tous, j'en ai pas entendu parler. il me semble. C'est vrai que, mais je vois ce que tu veux dire, Mouradi. En effet, c'est vrai que nous, lorsqu'on a rencontré certains acteurs du monde du théâtre, y a des personnes qui nous disaient nous, on aimerait bien les prendre, mais on n'en a pas. Il n'y en a pas, ils font pas de formation. C'est souvent ce qu'on entend. Voilà, il y a des personnes qui se ferment les yeux, qui vont pas à la recherche et qui estiment que les Noirs, puisque c'est le mot qui est utilisé, Mouradi, ne sont pas formés. Et ça, c'est un problème, et ou ne sont pas formés, ou donc on va aller chercher des personnes qui vont être dites bankable.
Les Voilà. personnes, à partir du moment où elles seront à la tête d'une affiche, les personnes vont venir parce qu'à un moment donné, ça reste une industrie et il faut que les finances soient au rendez-vous. Que ça tourne. Donc, c'est l'un des enjeux aussi qu'on essaye d'adresser tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est une première étape, mais l'insertion professionnelle se pose. Il y a à la fois identifier les personnes qui sont réellement formées et de l'autre côté, proposer et distribuer les bons rôles. Parce que généralement, on a des personnes qui nous disent, bon, bah, parce que je suis originaire d'Algérie, on va me faire jouer une jeune femme voilée qui fuit sa famille parce qu'elle a envie d'épouser un catholique. Ou donc, il y a encore certains clichés qui demeurent, qui font en sorte que les combats demeurent à tout niveau. Au niveau de l'insertion, pour que la personne puisse être reconnue en tant que comédien ou acteur professionnel et formé. Et de l'autre côté, pouvoir dire, elle peut jouer un délinquant, cette personne-là, comme elle peut jouer un docteur, comme elle peut jouer un avocat, comme elle peut jouer en fonction du rôle qui est proposé et en fonction des compétences. En tout cas, merci beaucoup à Carole Merci beaucoup, Carole. d'avoir prêté. Alors, une dernière phrase, une dernière question. Que diriez-vous à ceux qui, ceux qui n'ont pas eu la chance, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, que Moradi a eu, que diriez-vous à ceux-là qui sont sur le point de baisser les bras ou qui n'y croient plus? Croyez, la vie, elle est faite de rêves. Si on ne croit plus à notre jeune âge, dis donc, c'est pas fait. On vit d'espoir, on vit d'espérance, il faut y aller. Le travail paye, c'est sûr. À partir du moment où vous travaillez, que vous restez intègre, il y aura toujours une personne pour vous ouvrir la porte, ou du moins, vous aurez toujours accès à quelque chose. Ça, j'en suis convaincue. Parce qu'il y a des établissements comme les nôtres, mais pas que, qui, derrière, savent qu'il y a un travail à faire et qui sont sur le terrain pour le faire. Merci beaucoup à Carole pour votre contribution à cette émission à laquelle Carole. c'était la surprise pour Moradi. Une belle surprise. Je suis Merci, très bonne content. émission. Merci, à très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. C'était donc Carole Bazome qui est écrivaine et qui également dans une autre casquette est mécène. Elle fait partie d'une équipe qui donne l'opportunité et qui accompagne effectivement ces jeunes talentueux mais qui n'ont pas toujours l'opportunité d'être en face des bonnes occasions. En tout cas, à très bientôt. Je le disais donc à l'entame avec nous ce soir. Elle s'appelle donc Charlène Ongota. Elle est venue nous parler donc de cette chronique mordue du livre. Elle a l'air un peu surprise une fois de plus. Charlène, rebonsoir. Rebonsoir à tous. Le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, oui, il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, dans un premier temps, c'est un homme très charismatique que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Lyon en mars dernier, parce qu'il est venu effectivement dans le cadre d'une conférence qui avait été organisée à l'Université catholique de Lyon. Et j'étais en fait en charge de faire la première partie justement de son intervention, du moins de vraiment le présenter à l'auditoire pour justement l'introduire pour sa présentation. Et c'est vrai que j'ai été frappée par l'homme, j'ai été frappée par le charisme et toute l'histoire en fait qu'il porte finalement sur son dos par rapport à son parcours. Et chemin faisant, justement, je suis tombée sur son ouvrage que j'ai eu aussi l'occasion d'avoir dédicacé par ses soins. Et je me suis dit pourquoi ne pas le lire et pourquoi ne pas le présenter. Surtout qu'en plus, l'un des messages qui est porté par ce livre, c'est justement d'avoir un objectif bien précis en tête et de foncer quoi qu'il arrive. Donc, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on dans ces beaux livres? Alors, c'est un livre autobiographique qui porte justement sur le parcours du docteur Mukwege, qui est né en 1955 dans la région du Sud Kivu, au Congo. Une région qui est aujourd'hui véritablement victime de la guerre, c'est bien connu pour ceux qui s'y intéressent un peu. Et donc, ce livre-là retrace un peu son chemin, son parcours, le fait qu'il ait choisi justement à un moment donné par son entourage et par la formation aussi de pasteur de son père, tous les endroits par lesquels il est passé avec son père qui visitait justement les hôpitaux, il a choisi de s'orienter vers la médecine. Et chemin faisant justement, il va se rendre compte que son pays a de véritables besoins
dans le domaine justement de la médecine et a vraiment besoin de médecins, notamment de gynécologues. Parce qu'à un moment donné, lorsque la guerre va éclater en 1997-1998, donc plutôt fin des années 90, les répercussions qu'il va y avoir à la suite justement du génocide rwandais que l'on connaît tous également en 1994, il va y avoir un phénomène qui va vraiment prendre de l'ampleur, qui est justement l'utilisation du viol comme arme de guerre sur les femmes. Et ça va vraiment le bouleverser et le marquer. À la base, il voulait être médecin généraliste, il voulait même être pédiatre, donc s'occuper des enfants à la base. Mais avec le temps, il va s'orienter beaucoup plus vers les femmes. Et c'est pour ça qu'il va venir en France, justement, à Angers, dans les années 80, pour suivre des études supérieures et obtenir justement son diplôme dans le domaine justement de la gynécologie obstétrique. Lorsqu'il revient au Congo, ça tombe justement à la période où il va y avoir le déclenchement de la guerre dont je parlais tout à l'heure. Et moi, ce qui me marque en fait dans ce livre-là, c'est de constater que il n'a pas le support en fait des autorités congolaises. C'est-à-dire que en fait, le docteur Mukwege va être considéré comme un problème par son pays, alors que finalement, il apporte de l'aide. Il vient en aide aux femmes qui sont violées, instrumentalisées dans le sud du Congo. Et en fait, ce qu'il faut bien noter, et ça transparaît bien au regard du livre, c'est qu'en réalité, ces femmes-là, que répare le docteur Mukwege, ont toutes le malheur d'être des femmes finalement. Elles vont être le malheur d'être des femmes puisqu'elles vont être humiliées parce que femme est réduite à leur sexualité. Donc elles vont être victimes par ailleurs de crimes d'une extrême violence dont les conséquences sont désastreuses et seront désastreuses pour elles sur le long terme. Mais à part là, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, dans cette situation-là, il faut préciser que le viol, dans ce cas, est utilisé comme une arme de guerre, Charlène. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que le docteur Mukwege nous fait retransmettre ou retransmet dans son livre, c'est qu'en fait, là, le viol a vraiment un caractère de crime de guerre. Mais au niveau des Nations Unies, et je l'avais aussi abordé un peu dans ma thèse de droit que j'ai soutenue l'année dernière, c'est pas reconnu. En fait, disons que ça a eu du mal à être reconnu, le viol a eu du mal à être reconnu comme arme de guerre. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît le viol comme arme de guerre, ça veut dire qu'on doit poursuivre finalement ceux qui commettent ces crimes-là. Sauf que c'est pas le cas. Dans le sud du Congo, on a vraiment une impunité qui est criante et qui est en plus soutenue. On peut dire ça par les autorités, puisque comme le dit le docteur Mukwege dans son ouvrage, il n'est pas soutenu, lui, par les autorités congolaises. Il y a eu plusieurs événements comme ça qui vont le soutenir, c'est-à-dire que lorsqu'il va prendre la parole en 2006 aux Nations Unies, le pupitre qui est réservé notamment à l'ambassadeur du Congo, représentant justement le Congo aux États-Unis, eh ben ce pupitre-là sera vide. Ça montre à quel point justement il y a une prise de position, une sorte de désaveu vis-à-vis justement de la prise de position de Mukwege, du docteur Mukwege, de manière internationale. Il y a d'autres aspects effectivement qui sont aussi développés dans le livre, c'est-à-dire que le docteur Mukwege, de par l'engagement qu'il prend pour protéger ces femmes, de par cette prise de position internationale qui en fait est là pour dénoncer ces crimes-là qui sont portés contre les femmes, il va être victime lui-même de plusieurs tentatives d'assassinat. Et en 2012, justement, quand il revient de New York, il va vivre ce qui va le conduire finalement à l'exil, parce qu'il va finalement choisir l'exil à un moment donné. Il faut savoir vraiment que sur place, les conditions sont très difficiles, non seulement pour exercer, mais aussi pour vivre. Donc c'est sa famille aussi qui est en danger. Et en fait, quand il rentre de New York, il va se faire assaillir, on peut dire ça comme ça, donc agresser dans son domicile par cinq milices qui en fait sont rentrés dans la maison et ont pris possession de la maison. Et ce qui va vraiment lui porter chance, c'est le fait que l'un de ces, on va pas dire garde du corps, mais l'un de ces hommes à tout faire va se présenter devant justement ces assaillants-là et prendre les balles à sa place. Donc on peut voir vraiment que ça peut aller très très loin. Et à la suite de ça, il va s'exiler en Europe et aux États-Unis. Cet exil, d'ailleurs, va vraiment lui fendre le cœur parce que c'est quelqu'un qui est très engagé. Et il va revenir finalement. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il revient pourquoi ? Il revient parce que les femmes du Sud Kivu, qui ont appris justement que finalement le docteur Mukwege est en exil pour des questions de sécurité, elles vont marcher, elles vont se monopoliser
quitte à même lui payer son billet d'avion pour qu'il revienne, parce qu'elles savent à quel point il est indispensable pour lui, pour elles, sur le territoire, et à quel point elles ont besoin de lui, parce que c'est le seul finalement qui porte une certaine importance à cette question du corps de la femme et du respect du corps de la femme, notamment dans le Sud Kivu. Et pour terminer, moi je pense que ce qui est intéressant à retenir dans cet ouvrage-là, j'ai relevé 3 points, et c'est pour ça justement que je suis très contente d'avoir les invités qu'on a aujourd'hui, parce que ça rejoint vraiment les points que j'ai pu retenir en tout cas de cet ouvrage-là. Le premier point, c'est que, à mon avis, et ça c'est vraiment très important, il faut avoir une idée claire de ce que l'on veut faire dans la vie. Le docteur Mukwege savait à partir de 8 ans que son objectif dans la vie, c'était de porter secours aux gens, et notamment aux femmes, aux enfants, et il est allé au bout de sa logique. Malgré les problèmes financiers, malgré les bâtons dans les roues mis par les autorités de son pays, il a traversé ces obstacles-là et finalement, il a pu mettre en place la structure Panzi, donc l'hôpital de Panzi, qui aujourd'hui accueille près de 50 000 femmes. Ensuite, le deuxième point très rapidement, c'est que il faut vraiment comprendre que la situation des femmes dans le Sud Kivu et la banalisation du viol comme arme de guerre, à mon avis, mériterait un meilleur écho. On devrait en parler beaucoup plus. Les gens devraient plus s'y intéresser. Parce que je pense qu'il n'y a pas véritablement de mobilisation autour de ça. Peut-être un peu plus aujourd'hui, grâce à l'action du docteur Mukwege. Et je pense aussi que le gouvernement congolais, et j'espère vraiment avec le nouveau président en place, j'espère qu'il y aura du changement. Le nouveau gouvernement, l'État congolais doit vraiment s'impliquer dans cette question-là, pour cette question-là, parce que c'est très important. Et enfin, pour terminer, mais ça c'est un point personnel bien entendu, je pense que l'hôpital de Panzi devrait être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que pour moi, c'est quand même un lieu symbolique. Moi, je pense que ça devrait être répertorié en tant que lieu symbolique qui représente et qui fait honneur justement aux femmes qui constituent plus de la moitié, encore une fois, de l'humanité. 53% quand même, c'est pas rien. Voilà. Donc, 53%, c'est pas rien, mais il faut nous préciser que plus que cela semble vous tenir à cœur, il est important donc de lancer un plaidoyer et d'être, pourquoi pas, à la tête de ce travail-là. Pourquoi pas. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
On lance donc un titre ce soir. Nous sommes également avec Emmanuelle Shonanga, qui est donc animatrice. Elle est sage-femme de formation, animatrice. Donc, elle est chez Aide. C'est une association qui œuvre en fait pour la sensibilisation, l'information et donc et également, elle a entendu le dire elle-même. Oui. Et quoi d'autre? Dépistage aussi. Bien entendu. Et donc, ce soir, le souhait pour nous, c'est de faire un bilan. On arrive à la fin, on va dire, pas année calendaire, mais la fin de l'année scolaire. Oui. Et bientôt les vacances. C'est déjà les vacances d'ailleurs pour les juilletistes et les haussiens qui vont y aller. Oui. Que dire? Déjà, la question, c'est de savoir, par rapport au travail que vous faites chaque année, est-ce qu'il y a eu un recul? Qu'en est-il de la prévalence en fait de toutes ces maladies-là? Bon, on a beaucoup de moyens de prévention. En l'occurrence, se faire dépister régulièrement, mettre les préservatifs, mettre les personnes qui vivent sur le VIH sous traitement pour qu'ils ne contaminent plus, prendre la PrEP. Tout ça, c'est les différents moments de prévention. Quand c'est l'été, qu'on part en vacances, on s'oublie parfois parce que c'est la fête, on a l'occasion de rencontrer des partenaires nouveaux, de nouvelles personnes. Et tout. Donc, l'occasion aujourd'hui, c'est de dire aux gens de ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, mais je reprécise ma question. Est-ce qu'il y a eu un recul au niveau des contaminés, de contamination? Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que ça stagne? Je pense que ça stagne un peu, vu les efforts que, je peux dire, le ministère de la Santé, en gros, les gens font. On fait beaucoup de prévention, on fait beaucoup de dépistage, on donne beaucoup de préservatifs. Bon, la population la plus à risque, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et c'est eux qui prennent beaucoup la PrEP. Et depuis qu'ils prennent quand même la PrEP, on arrive à stabiliser le taux de contamination. Je vais être assez dur. Lorsqu'on parle souvent de ces maladies-là, on met en avant beaucoup plus les images qu'on a le plus, c'est les migrants. Est-ce que vraiment ce sont les migrants qui... En France, la population la plus à risque, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et dans la population hétérosexuelle, c'est les personnes étrangères d'origine subsaharienne et des Caraïbes. Les Noirs, en fait, c'est ça? Oui. C'est dur à entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le préservatif, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez, Emmanuela? C'est vrai que cette émission, chaque année, quand on y arrive, bon, moi, c'est un peu gênant, mais il faut poser les questions. Non, ils n'aiment pas les préservatifs, ils n'aiment pas se faire dépister. Bon, il y a la question de précarité aussi, surtout chez les femmes dont le taux est élevé aussi de contamination. On parle de précarité, mais apparemment c'est gratuit, le préservatif. Oui, nous, on le donne gratuitement, mais les gens qui arrivent, la précarité est un facteur de risque, en fait. Oui. Quand tu arrives, déjà, l'histoire, quand tu regardes la télévision, les gens qui passent, par exemple, à la Libye, il y a un regroupement, il y a des regroupements de personnes, donc du coup, ça est sujet à beaucoup de contacts. Et ceux qui sont ici maintenant? Et maintenant, quand ils arrivent là aussi, ceux qui sont ici, les Africains aiment rester entre eux. C'est pas péjoratif. Mais... Et puis donc, du coup, on a constaté aussi que ceux qui se contaminent le plus aussi, maintenant, il y a des personnes qui sont déjà venues en France, qui ont été dépistées négatives, mais qui après se sont retrouvées séropositives, justement, pour X raisons, parce que peut-être ils se fréquentent entre eux, peut-être parce qu'ils n'aiment pas les préservatifs, peut-être parce que... Pardon de vous poser la question, mais je vais insister un tout petit peu, pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, quand on dit les Africains n'aiment pas le préservatif, c'est l'homme, c'est la femme ou les deux? Bon, l'expérience personnelle, quand je fais de la prévention, c'est les femmes qui sont difficilement accessibles. Les femmes n'aiment pas le préservatif? J'ai vu une fois... Elles n'aiment pas qu'on parle de prévention, qu'on parle de sexualité. Elles n'aiment pas se faire dépister. Quand j'aborde les gens, quand je vais faire les dépistages, par exemple, à la guillotière de VIH, les hommes sont plus enclins à se faire dépister que les femmes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Je ne peux pas répondre à votre question, je ne sais pas. Peut-être qu'elles sont beaucoup plus réservées. Peut-être qu'elles ont peur de s'exprimer, elles ont peur, peut-être qu'il y a de la souffrance qu'elles ont. Elles ne peuvent pas dire ça à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, ou il y a beaucoup de raisons, je ne sais pas. Je cherche aussi les moyens de pouvoir les toucher, donc c'est une occasion. Vous avez parlé de la PrEP? Oui, je parle déjà de la PrEP depuis des années à la guillotière. Je donne des cartes pour que les gens prennent des consultations pour les personnes qui me disent qu'ils ont beaucoup de petits amis, ou voilà, des partenaires multiples et tout. Je vais vers les travailleurs du sexe, je vais vers les personnes trans ou autres.
Mais voilà, la population africaine ne vient pas prendre la PrEP. Pourtant, c'est gratuit, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Emmanuela Shonanga, elle est animatrice donc chez AID, cette association qui fait de la sensibilisation, de l'information et de l'accompagnement des personnes qui souffrent du VIH-Sida, également des IST. Habituellement, vous êtes toujours très motivé, très à l'aise quand vous parlez. Mais pour cette année-ci, vous avez l'air un peu démotivé. Non, je suis toujours motivée. La raison pour laquelle je suis venue à AID, c'est parce que c'est une raison de militantisme. Parce que il y a le VIH, je suis une personne, je peux dire, c'est concerné parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont le VIH. J'ai perdu des personnes qui sont mortes du VIH, des soeurs, des cousines, des frères et tout ça. Donc c'est une problématique qui me touche. Et de par mon métier, j'ai vu tellement de personnes mourir parce qu'il n'y avait pas d'accès aux soins, il n'y avait pas de médicaments en Afrique, il n'y avait pas, voilà. Et on n'a pas cette possibilité. Je suis venue ici, j'ai voulu militer, je voulais que la population, celle-là, comprenne que voilà, il y a des moyens qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent éviter de se faire contaminer ou que s'ils le sont, quand même, ils sont pris en charge. On est dans un pays qui quand même prend en charge 100% les personnes qui découvrent la séropositivité. Donc, c'est l'occasion de se faire dépister régulièrement, de pouvoir, voilà, si on découvre la séropositivité, d'être mis sous traitement, parce que quand tu es mis sous traitement, tu peux au moins freiner l'épidémie parce qu'à un certain moment, tu as une charge virale indétectable, tu ne contamines plus. Donc, du coup, voilà. Ce qui est fort curieux, c'est qu'on a, à l'observation, j'ai pas de chiffres, à l'observation, les maladies cancérigènes, par exemple, éliminent très rapidement, en fait, les humains que le cas du VIH-Sida. Mais le sida reste toujours une maladie honteuse. Voilà. Dire qu'on est séropos, c'est dire qu'on est dévergondé, c'est qu'on n'a pas fait attention, c'est qu'on est comme ça. Les gens ils stigmatisent, ils cataloguent. Quand tu as un cancer, on se dit que ça peut arriver à tout le monde, tu n'as pas choisi, voilà, ça arrive. Alors que le VIH, c'est pareil, on ne choisit pas. Tu as un partenaire, voilà, ça peut arriver. Mais c'est toujours synonyme d'une personne qui n'est pas sage. Parce que quand tu parles à quelqu'un, oui, mais moi je sors avec des personnes qui sont propres. Propre, ça veut dire quoi? Oui, c'est le mot qu'ils utilisent. La femme, elle est propre. Je ne sais pas n'importe qui, je sors avec une personne propre. Mais comment tu sais qu'elle est propre? Parce qu'elle a pris sa douche. C'est pour... Oui. Pardon de me répondre comme cela. C'est assez gênant. C'est assez gênant. On essaie de dédramatiser. C'est assez gênant parce que les années passent. Vous dites que l'accès aux soins et l'accès même à la prévention, aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Question de volonté. Et vous dites que les chiffres stagnent. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a toujours le tabou. Et chez vous, chez AID, qu'est-ce qu'on préconise? Nous, là, aujourd'hui, on essaie de toujours répéter les mêmes choses, d'essayer d'aller vers les populations les plus touchées pour échanger avec eux, pour leur apporter des informations, pour les sensibiliser à se faire dépister. Parce que le dépistage, c'est un moyen de prévention. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu te dépistes tôt, tu es mis vite sous traitement, tu as une charge virale indétectable très vite et tu n'es plus contaminant. Donc, si tous ceux qui ne connaissent pas les séropositivités se dépistaient et qu'on les repérait, qu'on les mettait sous traitement, on pouvait freiner l'épidémie. Voilà, le problème réside dans toujours ces 30 000 personnes en France qui sont séropositives sans le savoir. C'est les personnes qui ne savent pas parce qu'ils ne se dépistent pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes que tu peux dépister justement parce qu'elles disent que, voilà, elles ne pensent pas, oui, j'étais avec une personne, moi, on était en couple, donc il n'y a pas de raison, j'ai confiance et tout, mais ils ne font pas les tests, et puis dès que tu fais les tests, c'est parce qu'ils ont toujours imaginé, ils pensent, voilà, il faut dépister, même si, quand tu as pris un risque, quand tu as des relations sexuelles, au moins une fois par an, il faut se dépister, il faut faire un bilan complet pour savoir où tu en es. On ne se dépiste pas parce qu'on est malade, on pense être malade, mais on se dépiste parce qu'on a besoin de le faire pour savoir où on en est. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, effectivement, nous sommes avec Emmanuela Shonanga qui nous vient de l'association AID qui fait la prévention, la sensibilisation et l'information, aussi l'accompagnement pour des personnes souffrantes d'IST et également pour le VIH-Sida. Apparemment, donc, Moradi voulait dire quelque chose. Je voulais rebondir parce que ça me parle beaucoup, surtout sur la notion de honte. Et c'est vrai que, sans généraliser, mais chez beaucoup de personnes originaires d'Afrique ou c'est vrai que moi j'en ai croisé beaucoup qui disent qui se dépistent pas par peur d'apprendre qu'ils sont séropositifs et donc ils préfèrent rester dans le déni, se dire bon j'ai rien, je sais pas, mais je préfère ça que prendre le risque de me faire dépister et apprendre cette voilà. Ouais. Et du coup, la honte qui risque d'en découler. De toute manière, si tu ne vas pas,
Tu ne veux pas le savoir, mais tu finiras par le savoir. Parce qu'au moment où tu vas commencer à développer des maladies opportunistes, tu vas tomber, tu te retrouves à l'hôpital, on te dépiste forcément et il saura que tu as le VIH. Bien sûr. Alors que tu aurais pu, au départ, si tu t'es dépisté, être mis sous traitement, personne n'aurait su que tu avais le VIH, tu n'en parles pas. Bien sûr. Charlène. Ça ne se voit pas. Oui, après, je pense aussi qu'il y a un point qu'on oublie beaucoup, c'est la question du tabou autour du sexe et de la sexualité de manière générale en Afrique. C'est-à-dire que même dans nos cellules familiales, on n'en parle pas forcément, ce qui fait qu'on n'a pas l'information assez vite et assez tôt. Et ce phénomène se perpétue même quand on arrive en Europe ou ailleurs. Ce qui fait que c'est vraiment, pour moi, je pense que... Tu te posais la question tout à l'heure, Juvénal, de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Je pense que l'une des clés qui pourrait nous permettre de comprendre, c'est ce tabou qu'il y a autour de la sexualité. Si déjà les parents arrivaient à en parler avec leurs enfants de manière normale, leur donner l'information qu'il fallait à temps, je pense qu'on aurait les réflexes, ou du moins les enfants auraient les réflexes qu'il faut pour faire attention. Oui, Emmanuela. je vais répondre. C'est vrai qu'il y a des tabous, mais aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte, je parle de mon expérience personnelle, que les gens en Afrique qui sont peut-être analphabètes, qui n'ont pas l'accès à la télé ou machin, quand il y a eu le problème du VIH, qu'il y a eu tellement de morts qu'on a fait des sketchs à la télévision, ils sont mieux sensibilisés, ils acceptent mieux que ces Africains qui sont venus ici, qui sont très stigmatisants entre eux. C'est quand même paradoxal parce qu'on se dira, oui, il est venu ici, il voit beaucoup de choses à l'esprit ouvert, c'est lui qui pouvait peut-être en parler avec ses enfants ou autour de lui. Et ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas l'information, ils ont encore le tabou, il y a encore, les gens sont prudes, ils ne parlent pas de sexualité. Mais les gens ont fini par comprendre en Afrique que oui, si tu as le sida, ils vont me te dépister, puis si je le sais, c'est ça, je me traite et je ne meurs pas, je n'ai pas envie de mourir. Mais ici, non, on cache beaucoup, on stigmatise toujours, et comme je dis, ceux qui sont venus en France, qui sont séronégatifs, qui ont évolué, en guillemets, à un certain statut, c'est ceux-là qui se contaminent. Pourquoi? Ce n'est plus un problème de tabou, il y a quelque chose qui se passe et voilà. Il faut que peut-être les Africains en discutent, il faut qu'on essaie de parler peut-être. On nous donne l'opportunité ici, c'est pas la même chose que là-bas, donc voilà, un peu ça. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de ce magazine. Ce soir, nous recevons Moradi Mchinda, qui lui est comédien. Il a un parcours très intéressant. Pour ceux qui veulent en avoir une idée, il a joué dans la série Plus belle la vie. Ça parle plus que tout ce que nous avons pu dire avant. On a parlé donc de la série de Baya Belal qui est à la recherche des Roméo et Juliette. Mais cependant, Plus belle la vie, il avait dans le rôle de Mbwafa. C'est bien cela? Oui. Mbwafa. Ça, c'était ma première expérience. Et après, j'ai eu la chance de poursuivre dans une série qui s'appelle Marseille. Voilà, et j'ai pu approfondir le jeu à la caméra. Et donc ce soir, puisqu'on est rentré dans les dernières minutes de ce magazine, on a envie d'entendre quelque chose. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? 27 ans. Seulement. Et puis, je vous ai dit, quand on le voit, on ne saurait même pas qu'il a pu passer par là. Il fait plus jeune. Et donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, il est beau, dit Emmanuela, qui pourrait être sa maman aussi. Ça, c'est pas... Donc, comme pour dire, pour vous ce soir, que diriez-vous à ceux qui nous écoutent, à ces jeunes surtout, qui nous écoutent, par rapport qui font face aux difficultés, qui ont des rêves comme le vôtre, mais qui n'y arrivent pas. Que leur diriez-vous? Moi, Juvénal, j'ai un petit peu du mal avec le discours battez-vous, oui, tout le monde, faut se battre, la vie elle est dure. Mais je trouve ça un petit peu facile de ma bouche de dire ça. Moi, je pense que là, je parle de mon domaine, dans le domaine dans lequel je me suis spécialisé. Il y a des producteurs africains. Ça existe, il y en a. Il y a des réalisateurs africains. Et il faut qu'eux, ils sachent, même s'ils ne le savent pas assez, qu'il y a des comédiens qui ont appris le métier, qui sont prêts à porter des histoires, à raconter des histoires. Si demain, il y a un film... moi, je suis encore étonné qu'on n'ait pas fait de film, qu'il n'existe aucun film de fiction, je parle bien. Documentaire, oui, il doit y en avoir, sur quelqu'un comme Thomas Sankara. Voilà, il n'y a pas de film sur lui. Et c'est pas les comédiens qui manquent. Il y a des Eric Ebouané, qui est un très bon comédien. Il a d'ailleurs joué Lumumba, mis en scène par Raoul Peck. Il y a Yann Gaël. Il y a des comédiens qui sont préparés, qui sont formés et qui peuvent porter des histoires fortes. Et donc maintenant, je pense qu'il est temps
de s'organiser et de pouvoir raconter nos histoires. Ça, c'est le message à l'attention de ceux qui produisent, ceux qui réalisent. Oui. Maintenant, Pour les jeunes. Pour les jeunes, oui. oui, il faut y croire, ça c'est sûr. Mais Je pose la question autrement. Mouradi Nchinda, quel est votre secret? Non, j'ai pas de secret. Je pense, là, pour parler aux jeunes, je pense, et encore une fois, moi, je suis pas encore dans cette démarche, mais il faudrait que je m'y mette. Je pense que pour les jeunes, comme moi, des jeunes noirs, qui veulent être comédiens, ça suffit pas de vouloir être comédien. Il faut écrire, il faut apprendre... en fait, il faut en faire 3 fois plus. Il faut apprendre à manier la caméra, et pour pouvoir raconter nos histoires, parce que personne ne le fera à notre place. Et on va nous cantonner dans des rôles des petits rôles le petit délinquant, le petit truc, le noir gentil qui rigole. Et voilà, il s'est lâché. C'est ce que je voulais entendre. Oui. Merci encore à Mouradi Nchinda. Merci à vous. On espère vous avoir une autre fois. Merci, avec plaisir. Merci Emmanuela. Bien, à bientôt, hein, l'année prochaine. Charlène, Oui. prochainement ce sera quoi comme livre? Je pense que je vais peut-être choisir un livre de Barack Obama. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais rester sur cette optique-là. Merci encore. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour une dernière émission pour la saison Tam Tam Tropical. Au revoir. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à